Au dîner de Thanksgiving. J'ai surpris une conversation où ma mère donnait mon appartement à mon frère. J'ai souri, aidé à faire la vaisselle. Envoyé un pouce levé quand il m'a envoyé des photos de ses cartons de déménagement. Puis je l'ai vendu. 49 appels manqués. Je n'ai pas répondu. Je m'appelle Tina Callahan. J'ai 31 ans et je restaure des cartes anciennes. Des registres manuscrits et des documents historiques pour des musées et des collectionneurs privés à Providence, Rhode Island. Mon appartement était plus qu'un simple logement. C'était mon atelier. Mon plus grand investissement et le premier endroit où personne d'autre n'avait son mot à dire. C'est pourquoi je suis resté figé quand j'ai entendu ma mère dire. Derrière la porte de la salle à manger. Il peut emménager juste après Noël. Tina ne fera pas de scène. Mon jeune frère Harry. Bien. J'ai déjà commandé un canapé modulable et réservé des déménageurs pour le 27. Ils ne discutaient pas d'une idée. Ils avaient un calendrier. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré sous la table. 3 photos sont apparues. Des boîtes en carton scotché. Une télévision enveloppée dans des couvertures et plusieurs bacs de rangement. Le message disait « Merci d'être cool avec ça. Maman a dit que tu comprenais. » J'ai fixé l'écran, puis j'ai envoyé un pouce levé. De l'autre côté de la table, ma mère a souri comme si un accord venait d'être conclu. Je lui ai souri en retour. Que feriez-vous si votre famille prenait votre silence pour une permission et avait déjà commencé à s'installer dans la vie que vous avez construite? Je n'ai pas discuté ce soir-là. J'ai servi la tarte, lavé la belle vaisselle, dit au revoir à tout le monde en les serrant dans mes bras et je suis rentré chez moi en sachant qu'il commettrait une erreur qu'il ne pourrait jamais rattraper. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi. Quelle heure est-il pour vous en ce moment et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Mon appartement occupait le 3e étage d'une ancienne filature de textile près du quartier des bijoutiers de Providence. Ses murs en briques avaient plus d'un siècle et ses fenêtres d'usine me donnaient assez de lumière naturelle pour examiner l'encre passée sans endommager les documents fragiles. J'avais passé 6 ans à économiser pour l'acheter. Ma mère, Marianne Callahan, ne me l'avait pas acheté. Bien que ce soit la version qu'elle préférait raconter à la famille. Quand ma grand-mère est décédée, elle m'a laissé un compte d'investissement qui m'appartenait légalement. Marianne l'a géré temporairement pendant que j'étais à l'université. Quand j'ai acheté l'appartement, elle a transféré 38 000 $ de ce compte pour mon apport initial. Elle a appelé cela une contribution familiale. Les documents officiels l'appelaient mon héritage. Cette distinction ne l'avait jamais empêché de dire « Nous avons aidé à acheter cet endroit ». Chaque fois que je prenais une décision qui lui déplaisait. Quand j'ai transformé la 2e chambre en un atelier de restauration à climat contrôlé. Elle s'est plainte que je gaspillais une pièce qui pourrait un jour aider la famille. Une fois. Elle a même fait venir un entrepreneur sans me le demander parce qu'elle voulait abattre un mur. Pour elle, mon nom était peut-être sur le titre de propriété. Mais l'appartement restait une ressource familiale attendant d'être réaffectée. Mon frère Derek avait complètement absorbé cette croyance. À 28 ans. Il était charmant chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose et offensé chaque fois que les conséquences se présentaient. En 3 ans, il avait quitté 2 emplois. Perdu de l'argent en important des équipements de gym à domicile et changé d'appartement chaque fois que les propriétaires cessaient d'accepter des promesses au lieu d'un loyer. Après avoir rompu avec sa petite amie. Il est retourné chez notre mère où tous deux ont rapidement décidé que mon appartement résoudrait leurs problèmes. Le lendemain de Thanksgiving, j'étais assise à ma table de travail, me remémorant chaque mot que j'avais entendu. J'aurais pu appeler immédiatement. Exiger une explication et déclencher une autre dispute familiale où ma mère pleurerait. Derek m'accuserait d'égoïsme et les proches recevraient sa version modifiée avant d'entendre la mienne. C'était toujours le même schéma. Il créait l'urgence. Je m'y opposais, puis mon objection devenait la véritable offense. J'ai ouvert mon dossier d'achat. Mon nom était le seul sur le titre de propriété et le prêt hypothécaire. Il n'y avait aucun privilège, aucun accord de copropriété.
Aucun contrat de remboursement ou promesse écrite donnant à quiconque un intérêt. Légalement, l'appartement m'appartenait entièrement. À 9h14 ce matin-là, Derek a envoyé un texto. Peux-tu vider la pièce du fond en premier? J'en aurai besoin pour l'inventaire. Un autre message a suivi. Maman pense que tu peux mettre tes affaires de travail dans un garde-meuble. Puis il a envoyé un lien vers une table de salle à manger qu'il voulait faire livrer à mon adresse. J'ai appelé Naomi Brox, mon amie d'université et avocate en droit immobilier. Après avoir entendu la situation, elle m'a demandé si quelqu'un d'autre était sur le titre de propriété. Si j'avais signé un accord de remboursement ou si j'avais promis une résidence à Derek. La réponse à chaque question était non. Alors ils n'ont aucun droit de propriété, a-t-elle dit. Mais pourquoi ne pas simplement leur dire d'arrêter? J'ai regardé autour de l'appartement. Chaque armoire, étagère et carte restaurée représentaient des années de patience. Pourtant, une seule conversation avait donné l'impression que l'endroit était occupé par des gens qui n'étaient pas là. Parce que si je dis seulement non, ils passeront l'année suivante à essayer de le transformer en oui. Naomi a demandé quel résultat me ferait me sentir libre 6 mois plus tard. J'ai imaginé changer les serrures et passer des années à garder la porte. Puis j'ai imaginé céder l'endroit et regarder Derek remplir mon atelier avec du matériel invendu. Finalement, j'ai imaginé convertir la propriété en argent et construire un nouvel atelier dont il ne connaîtrait pas l'adresse. Je veux que la décision soit irréversible, ai-je dit. Cet après-midi-là, j'ai contacté Caleb Mercé, un courtier spécialisé dans les bâtiments industriels reconvertis. J'ai demandé une évaluation confidentielle avant de prendre tout engagement. Il est venu le samedi matin, a inspecté les fenêtres d'usine, les étagères sur mesure, les ventes récentes dans l'immeuble et le système électrique modernisé. Puis a estimé un prix de mise en vente de 595 000 $. J'hésitais encore. Vendre perturberait mon travail, me forcerait à déménager du matériel de valeur et risquerait de transformer une réaction émotionnelle en une erreur coûteuse. J'ai dit à Caleb que j'avais besoin d'une journée. Ce soir-là, en rentrant après avoir acheté des fournitures d'archivage, j'ai trouvé un mètre ruban jaune tendu dans mon salon. Derek se tenait près du mur avec un bloc-notes. Marianne était près de la cuisine, tenant ma clé de rechange. Aucun des deux n'avait l'air embarrassé. Derek m'a jeté un regard et a demandé. Sais-tu si le monte-charge peut contenir un canapé de 84 pouces? Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a bougé. Ma mère tenait toujours la clé d'urgence que je lui avais donnée des années plus tôt. Apparemment, mesurer ma maison pour les meubles de Derek était qualifié d'urgence. Comment êtes-vous entré, ai-je demandé. Marianne a levé la clé. Je ne pensais pas que ça te dérangerait. Nous prenons juste des mesures. Derek a enroulé le ruban. Maman a dit que tu étais d'accord avec le plan. Je t'ai envoyé un pouce levé. Exactement. Pour des photos de carton. Je n'ai jamais accepté de te donner ma maison. Sa confiance a disparu brièvement, puis est revenue sous forme d'agacement. Alors, tu étais sarcastique? C'est enfantin. J'ai regardé Marianne. Tu lui as dit qu'il pouvait vivre ici. Je lui ai dit que l'appartement pouvait résoudre un problème familial, a-t-elle dit. Tu as plus de place que tu n'en as besoin, et Derek a besoin de stabilité. Tu travailles constamment. La moitié de ces pièces sont remplies de vieux papiers. Mon atelier de restauration occupait une chambre. Le reste de l'appartement comprenait une chambre, une cuisine, un salon et un coin repas. Je n'avais pas de pièces supplémentaires. J'avais des pièces qu'elle ne valorisait pas parce qu'elles me servaient à moi. Donne-moi la clé. Elle a refermé ses doigts dessus. Nous devrions discuter de cela calmement. Vous êtes entré dans ma maison sans permission. Rends-la-moi. Derek s'est interposé entre nous. J'ai déjà donné mon préavis chez maman. Tu vis avec elle. Je lui ai dit que je déménagerais après Noël. J'ai payé des acomptes pour les déménageurs, les meubles et Internet. Ma mère a tendu la main vers la mienne, mais je me suis écarté. Nous comptions tout expliquer, a-t-elle dit. Nous savions que tu résisterais parce que tu es très attaché à tes routines.
Cette phrase a tout clarifié. Ils n'avaient pas oublié de demander. Ils avaient évité de demander parce qu'ils s'attendaient à un refus. Leur plan dépendait de l'annonce publique de leur décision. De dépenses d'argent et de la création d'une pression jusqu'à ce que je me sente responsable des conséquences de dire non. Qu'est-ce que tu lui as promis exactement, ai-je demandé. 1 an ici pendant qu'il se stabilise, a-t-elle répondu. Tu peux louer un appartement plus petit près de ton bureau. Mon bureau est ici. Tu peux entreposer le matériel. Derek a montré ma salle de restauration. La plupart de ça peut aller dans des cartons. Les cartes à l'intérieur comprenaient des collections assurées valant plus que son salaire annuel. Mais expliquer leur valeur n'aurait servi à rien. Dans ma famille, la valeur ne comptait que lorsqu'elle appartenait à Derek. J'ai ouvert la porte d'entrée. Partez. Le visage de Marianne s'est durci. N'humilie pas ton frère. Personne d'autre n'est ici. Tu sais ce que je veux dire. Oui. Le fait que Derek subisse des conséquences est toujours considéré comme une humiliation. Il a laissé tomber le maître ruban sur ma table. Après tout ce que maman a contribué. Tu fais vraiment ça. Et voilà. Les 38 000 $ de mon héritage transformés en sa générosité. Cet argent m'appartenait. Marianne est restée immobile. Derek a froncé les sourcils. De quoi tu parles? Grand-mère m'a laissé un compte. Maman a transféré une partie de mon argent pour l'apport initial. Elle n'a pas payé pour cet appartement. Elle a dit qu'elle et papa l'avaient acheté. Papa est mort avant que je l'achète. Marianne a posé la clé sur le comptoir. Sans mes conseils, tu n'aurais jamais su comment acheter une propriété. Les conseils ne font pas de mon argent le tien. Elle me fixait avec plus de colère que de culpabilité. Avant de partir, Derek a dit. J'ai déjà dit à tout le monde que je déménageais. Tu aurais pu arrêter ça plus tôt. Je l'ai appris il y a 2 jours. Tu aurais dû appeler. Vous auriez dû demander. Après leur départ. J'ai changé toutes les serrures extérieures et envoyé un courriel d'une seule phrase à Caleb. Mettez-le en vente. Il a organisé des photographies pour le lundi. Des visites privées pour le mardi et une journée portes ouvertes ce week-end-là. Parce que je manipulais des matériaux de clients sensibles. Nous avons limité les photos publiques de l'atelier jusqu'à ce que tout ce qui avait de la valeur soit déménagé. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai calculé les pires scénarios. Une vente lente, un accord qui tombe à l'eau, des clients perdus. Des frais de déménagement ou une réclamation familiale frivole retardant la clôture. Naomi a examiné les documents et a confirmé que mon titre de propriété était clair. Mais a averti que de fausses accusations pourraient quand même créer des retards. Ne leur dis rien tant que tu n'as pas une offre acceptée, a-t-elle dit. Sauvegarde chaque message et ne les laisse plus jamais entrer. J'ai déplacé le matériel des clients dans un laboratoire de conservation sécurisé et j'ai loué un atelier temporaire. Chaque boîte emballée faisait que l'appartement ressemblait moins à un foyer et plus à un actif. Ça faisait mal, mais ça me montrait aussi la vérité. J'aimais ce que j'y avais construit, pas l'idée de le défendre pour toujours. Mardi soir, Derek a envoyé un texto. J'ai besoin de la nouvelle clé. Le technicien Internet vient la semaine prochaine. J'ai répondu, il n'y aura pas de clé. Tu n'emménages pas dans mon appartement. Il a répondu, on en parlera dimanche. Maman a invité tout le monde. Quelques minutes plus tard. Ma tante m'a demandé pourquoi je mettais Derek à la rue pendant les fêtes. Un cousin m'a demandé pourquoi je forçais Marianne à rembourser l'apport qu'elle m'avait soi-disant donné. À minuit, cette proche m'avait contacté. Ma mère avait lancé la campagne de pression avant même que je refuse publiquement. J'ai sauvegardé chaque message. Le lendemain matin, Caleb a appelé. Un couple marié déménageant de Boston avait visité l'appartement et voulait revenir. Ma famille croyait que leur pression augmentait leur contrôle. En réalité, chaque message me rendait plus certaine que vendre n'était pas une vengeance. C'était une évacuation. Les acheteurs, Elliot et Rachel Vaughn, sont revenus 2 fois. Contrairement à ma famille, ils ont posé des questions avant de faire des plans. Ils voulaient savoir si les étagères sur mesure resteraient.
Si l'association autorisait l'insonorisation et si des réparations extérieures avaient été approuvées. Ils n'ont pas appelé l'appartement le leur avant d'avoir fait une offre le vendredi après-midi. Ils ont offert 612 000 $, soit 17 000 $ de plus que le prix demandé. Avec un financement solide et une période d'inspection raccourcie. Caleb pensait que la journée portes ouvertes pourrait rapporter plus. Mais leurs conditions étaient claires et ils pouvaient conclure la vente en 30 jours. J'ai accepté. 2 heures plus tard, Marianne a appelé. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. La famille se réunit dimanche. Derek a dépensé près de 4 000 $ pour se préparer à déménager. Tu dois expliquer comment tu vas arranger ça. Arranger ça, pas en discuter. Ils s'attendaient à ce que je répare les conséquences des décisions qu'ils avaient prises en utilisant ma propriété. Dimanche. J'y suis allé parce que Naomi m'avait conseillé d'entendre exactement ce qu'ils revendiquaient. J'avais apporté le titre de propriété, les registres d'héritage, les relevés de prêts hypothécaires et les messages de Derek. Si proche était déjà assis dans le salon de ma mère. Tante Beverly tenait des mouchoirs. Derek se tenait à côté d'un chevalet affichant des photos de ses meubles nouvellement commandés et portait une enveloppe à l'aspect officiel. Marianne a commencé avant que j'enlève mon manteau. Nous voulons résoudre cela sans nuire à la famille. Alors pourquoi 6 autres personnes sont-elles ici, ai-je demandé. Parce que ta décision affecte tout le monde. Mon appartement affecte la personne qui y vit. C'est-à-dire moi. Tante Beverly a dit, ta mère t'a donné l'apport. Les familles partagent leurs ressources. Ma grand-mère m'a laissé cet argent. Plusieurs proches se sont tournés vers Marianne. Elle a soupiré. Ce compte aurait disparu sans ma gestion. Le gérer n'en faisait pas le tien. Derek a sorti des papiers de l'enveloppe. C'est inutile. Nous avons déjà un accord. Il m'a tendu un document intitulé « Entente d'occupation et de participation familiale ». Mon nom apparaissait sous une signature en écriture cursive ressemblant à la mienne. Il prétendait que toute contribution familiale supérieure à 30 000 $ donnait à Marianne l'autorité de désigner un parent pour occuper l'appartement pendant 18 mois. Il donnait également à Derek le droit d'acheter 20% au prix d'achat initial de la propriété. Le document faisait référence à un format d'adresse adopté par l'association 2 ans après l'achat de mon appartement et à un numéro de compte hypothécaire créé lors de mon refinancement ultérieur. Quelqu'un l'avait fabriqué récemment et avait supposé que la signature était le seul détail qui comptait. D'où vient ça, ai-je demandé. Maman l'a trouvé, a dit Derek. Tu as signé beaucoup de papiers lors de l'achat. L'un de vous l'a-t-il soumis quelque part? Il a hésité. Marianne a répondu. Nous l'avons envoyé au gérant de l'immeuble pour qu'il comprenne que Derek avait la permission. Ma colère a disparu pour laisser place à quelque chose de plus froid. Vous avez soumis un document portant ma signature falsifiée à l'association de mon immeuble. Il reflète ce que nous avions compris, a-t-elle lancé sèchement. Tante Beverly l'a regardé. Tina l'a-t-elle vraiment signé? Elle a donné son accord de principe. L'a-t-elle signé? Marianne s'est raidie. Cette famille ne va pas me mettre en procès. Derek a dit. Arrête d'agir comme si c'était criminel. Nous avons créé quelque chose de pratique parce que tu refusais de communiquer. Vous l'avez créé après que j'ai refusé de vous donner ma maison. Tu n'as jamais refusé par écrit. J'ai photographié chaque page. Derek a tendu la main vers le document, mais je me suis reculé. Tu ne peux pas prendre ça. Je préserve les preuves. Ce mot a changé l'atmosphère de la pièce. Mes proches ne regardaient plus la sœur égoïste. Ils regardaient les 2 personnes qui avaient rassemblé un public avant de produire un accord de propriété falsifiée. Marianne s'est mise à pleurer bruyamment. J'essayais de protéger mes 2 enfants. Est-ce un crime? Falsifier ma signature, peut-être? Tout le monde s'est mis à parler en même temps. Tante Beverly a exigé de savoir ce qui avait été envoyé à l'immeuble. Derek m'a accusé de menacer notre mère. Au milieu du bruit, Caleb a appelé. Je suis sorti dans le couloir. Les acheteurs ont terminé l'inspection, a-t-il dit.
Il lève la condition suspensive. Sauf échec du financement ou problème de titre de propriété. L'appartement appartiendrait bientôt à quelqu'un d'autre. Quand je suis revenu, Derek a dit, tu vas signer un accord d'occupation temporaire ce soir. Non. 6 mois. Non. 3. Non. Marianne a étudié mon visage. Pourquoi es-tu si calme? J'ai fermé mon dossier. Parce que l'appartement est sous contrat. Le silence a envahi la pièce. Derek a cligné des yeux. Sous quoi? J'ai accepté une offre. Vendredi. Marianne s'est agrippée à une chaise. Tu l'as mis en vente? Oui. Tu ne peux pas vendre un bien familial. Ce n'est pas un bien familial. Nous allons l'arrêter. Vous n'avez aucune base légale. Derek a ri sèchement. Tu bluffes. Je lui ai montré le contrat de vente signé, en cachant les détails privés de l'acheteur. Son visage a perdu toute couleur. Tu l'as vendu en sachant que j'ai payé les déménageurs. Je t'ai dit de ne pas emménager. Tu as fait ça à cause de Thanksgiving. Je l'ai fait parce que vous êtes entré chez moi avec un mètre ruban et que maman a répondu à mon refus avec un accord falsifié. Marianne a montré la porte. Sors. J'ai mis mon manteau. En partant, Derek a crié, tu regretteras de nous avoir humiliés. Je me suis retourné. C'est vous qui avez invité le public. Le temps d'arriver à ma voiture, j'avais 12 appels manqués. Avant d'arriver chez moi, il y en avait 23. À minuit, le nombre était de 49. Je n'ai pas répondu. Les appels ont cessé le lendemain matin parce que Marianne et Derek ont changé de tactique. À 8h20. Le gérant de l'immeuble m'a transféré un courriel de ma mère prétendant un litige de propriété familiale non résolu. Elle a joint le faux accord et a demandé à l'association d'empêcher toute vente ou transfert. À 8h43. Derek a envoyé un courriel à Caleb se qualifiant de propriétaire bénéficiaire et avertissant que l'annonce dénaturait la propriété. À 9h05. Marianne a publié dans le groupe de discussion familiale que j'avais secrètement vendu une maison achetée avec l'épargne retraite de mes parents et que j'avais laissé mon frère sans abri pendant les fêtes. Ils avaient finalement pris des mesures concrètes, et les actions concrètes créent des preuves. Naomi a envoyé des avis de conservation leur ordonnant de ne pas supprimer les messages. Les brouillons, les relevés de compte ou les communications concernant l'accord. Elle a notifié à l'avocat de l'association que j'étais la seule propriétaire et a fourni des copies certifiées du titre de propriété et des registres d'héritage. Elle a également émis des lettres de mise en demeure avertissant que toute ingérence continue pourrait les exposer à des poursuites pour fraude. Diffamation de titre, ingérence délictuelle et dommages financiers si les acheteurs se retiraient. Marianne a appelé le bureau de Naomi 11 fois. Naomi a répondu une seule fois par courriel. Toutes les communications futures concernant la propriété de Madame Callahan doivent être faites par écrit. Les acheteurs se sont inquiétés en apprenant le litige. Mais le rapport de titre a confirmé qu'il n'y avait aucun intérêt enregistré. Privilège ou réclamation légitime. Ils ont demandé une protection de titre supplémentaire et l'assurance que l'appartement serait vacant à la clôture. J'ai accepté et installé une caméra de sécurité à l'entrée. 3 jours plus tard, la caméra m'a alerté. Derek se tenait dehors avec 2 déménageurs et une équipe de livraison transportant un canapé en boîte. Il a essayé son ancienne clé. A frappé à la porte et a dit au concierge qu'il était le nouveau résident. Le concierge m'a appelé. J'ai confirmé qu'il n'avait aucune permission. L'entreprise de canapé a refusé la livraison et les déménageurs lui ont facturé des frais d'attente. Toute la confrontation a été enregistrée. Derek a envoyé 26 messages exigeant le remboursement de la livraison échouée. Des frais de restockage, de l'acompte des déménageurs et de l'entreposage. Le total dépassait $6 000. J'ai répondu une seule fois. Je n'ai pas autorisé ces achats ou services. Ne retournez pas à la propriété. Il a répondu, tu paieras d'une manière ou d'une autre. Naomi a ajouté la menace au dossier. La semaine suivante.
Marianne a contacté la banque finançant les acheteurs et a affirmé que l'appartement avait été acheté avec des fonds détournés d'un compte qu'elle contrôlait. Pour la première fois, j'ai eu vraiment peur. Une clôture retardée coûterait de l'argent. Une vente annulée leur donnerait du temps et un levier. Naomi et moi avons reconstitué tout l'historique de l'héritage. Nous avons obtenu la désignation de bénéficiaire de ma grand-mère, les relevés de compte originaux, les registres de transfert et un courriel dans lequel Marianne avait écrit à mon ancien courtier hypothécaire. C'est l'argent de Tina, et je le débloque pour son achat. Le prêteur a réglé le problème en 24 heures, mais les registres ont révélé autre chose. Mon compte d'héritage contenait à l'origine plus que je ne m'en souvenais. Avant l'achat de l'appartement, Marianne avait transféré 9 000 $ sur son propre compte et 12 500 $ à une entreprise enregistrée au nom de Derek. La note décrivait le second transfert comme un prêt familial temporaire. Je n'avais jamais approuvé aucun des deux retraits, et aucun n'avait été remboursé. Pendant des années, ma mère a prétendu qu'elle avait sacrifié ses économies pour m'aider à acheter un appartement. En réalité, elle avait pris plus de 21 000 $ de mon héritage. En avait donné une partie à Derek et avait utilisé le reste comme preuve que je leur devais quelque chose. Naomi m'a demandé si je voulais exiger le remboursement. Au début, j'ai résisté. Je voulais que la vente soit finalisée, pas une autre bataille. Puis Marianne a publié un autre message m'accusant de l'exploiter financièrement. J'ai réalisé que le silence protégeait parfois la paix. Mais il donnait aussi aux personnes malhonnêtes l'espace pour réécrire l'histoire. Naomi a envoyé une demande formelle de remboursement et une comptabilité des retraits non autorisés. Nous n'avons pas menacé de divulgation publique. Nous avons énoncé les faits et fixé une échéance. Marianne a reçu la lettre le jeudi matin. À l'heure du déjeuner, le groupe de discussion familiale était silencieux. Ce soir-là, tante Beverly a appelé. Ta mère dit que tu la poursuis en justice. Je n'ai rien déposé. Je lui ai demandé de rendre l'argent pris de mon héritage. Elle dit que cela couvrait les dépenses familiales. La plupart est allée dans l'entreprise d'équipement raté de Derek. Beverly a fait une pause. Elle nous a dit qu'elle avait utilisé son argent de retraite pour l'aider. Elle a utilisé le mien. Après un autre silence, Beverly a dit, je pense qu'il y a des choses qu'on ne nous a jamais dites. Il y en a, ai-je répondu. La clôture était prévue pour le 22 décembre. À ce moment-là, mon appartement était presque vide. Mon équipement avait été installé dans un atelier loué à l'intérieur d'un ancien entrepôt d'imprimerie. Et j'avais loué un appartement meublé sous une adresse postale professionnelle que ma famille ne connaissait pas. La veille de la clôture, Marianne m'a envoyé un courriel directement. Retrouve-moi demain matin avant de signer. Viens seul. J'ai une proposition qui arrangera tout le monde. Je l'ai transféré à Naomi qui a proposé une réunion vidéo avec les avocats présents. Marianne a refusé. À 7h30 le lendemain matin, elle est apparue devant le bureau de l'avocat chargé de la clôture avec Derek. Il portait la même enveloppe de la réunion de famille. Elle tenait un chèque de banque. Bien qu'il n'ait pas de rendez-vous, j'ai accepté de les écouter dans une salle de conférence avec Naomi et l'avocat présent. Marianne a posé le chèque sur la table. Il était de 38 000 $. Nous te rendrons l'apport, a-t-elle dit. En échange, annule la vente et cède l'appartement à Derek dans le cadre d'un arrangement de prêt hypothécaire familial. Je l'ai regardé fixement. Vous m'offrez de me rendre mon propre argent pour que je lui donne une propriété valant plus de 600 000 $. Il paierait avec le temps. Derek m'a tendu un échéancier de remboursement proposant 900 $ par mois, sans intérêt. Sans apport et sans garantie bancaire, hors taxes, assurance, frais d'association et entretien. Le remboursement prendrait plus de 50 ans. Que se passe-t-il s'il arrête de payer, ai-je demandé. Marianne a répondu. Les membres d'une famille ne se traitent pas comme des banques. Vous avez traité mon héritage comme une banque. Derek s'est penché en avant. Nous faisons un compromis. Non, vous essayez toujours d'obtenir mon appartement. Tu as déjà fait valoir ton point de vue. Il ne s'est jamais agi de faire valoir un point de vue. Alors de quoi s'agit-il?
De mettre fin à la supposition que vous pouvez construire vos plans à l'intérieur de ma vie. Marianne a secoué la tête. Tu es devenu cruel. Naomi a posé des copies des relevés d'héritage sur la table. Avant de discuter de cruauté, voudriez-vous expliquer ces retraits non autorisés? Marianne a jeté un coup d'œil aux pages, puis a immédiatement regardé Derek. Son expression montrait qu'il n'avait pas connu l'origine de l'argent. C'étaient des prêts familiaux, a-t-elle dit. Autorisés par qui? A demandé Naomi. J'étais la dépositaire. Un dépositaire n'est pas le bénéficiaire. Je l'ai utilisé pour des dépenses nécessaires. Naomi a montré le transfert vers l'entreprise de Derek. L'équipement d'exercice importé était-il nécessaire pour Tina? Derek a pris le relevé. Tu m'as dit que ça venait de l'assurance de papa. Marianne a fermé les yeux. Pour la première fois, il n'était plus uni contre moi. Tu as utilisé son argent pour mon entreprise, a-t-il demandé. Je te protégeais du sentiment d'être redevable envers ta sœur. Alors, tu as pris son argent et tu m'as dit que c'était le tien. Je ne l'ai pas pris. J'ai équilibré les besoins de mes 2 enfants. Non, ai-je dit. Tu as décidé que tout ce qui m'appartenait pouvait être redistribué sans ma permission. Marianne s'est tournée vers Derek. Après tout ce que j'ai fait pour toi, ne reste pas là à me juger. Il a ri amèrement. Tu as créé tout ce désastre. Tu as accepté l'appartement parce que tu disais que tu en possédais une partie. Tu aurais dû savoir que Tina réagirait égoïstement. C'est à ce moment-là que Derek a enfin vu ce que j'avais compris depuis des années. Le soutien de ma mère n'était jamais gratuit. Elle le sauvait parce que chaque sauvetage augmentait sa dépendance. Elle gérait mon argent parce que le contrôle lui permettait d'appeler cela de la générosité. Elle ne voulait pas d'enfants indépendants. Elle voulait des enfants reconnaissants. Derek a rassemblé ses papiers. Avant de partir, il m'a regardé. Je n'aurais pas dû entrer dans ton appartement. C'était incomplet, mais c'était la première reconnaissance d'une action au lieu d'une justification. Non, tu n'aurais pas dû. Il a hoché la tête et est parti. Marianne est restée assise. Alors, tu as gagné. J'ai regardé les documents qui attendaient dans la pièce voisine. Ce n'était pas une compétition jusqu'à ce que vous ayez besoin que je perde. Elle a poussé le chèque de banque vers moi. Prends-le. Il n'inclut pas les autres retraits. Tu n'auras pas un sou de plus. Alors Naomi s'en chargera. Elle a pris le chèque et est sortie. La clôture s'est déroulée. J'ai signé l'acte de vente. Les acheteurs ont signé leurs documents. Le prêteur a débloqué l'argent. Et après que l'hypothèque, les taxes, les frais et les coûts de transaction aient été payés, le produit restant a été transféré sur un compte détenu uniquement à mon nom. À 14h16, l'appartement ne m'appartenait plus. À 14h18, Derek a envoyé un texto, elle nous a menti à tous les deux. Je déménage ce soir. À 14h22, Marianne a appelé. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'il s'arrête. Les conséquences se sont déroulées sans un dernier discours dramatique de ma part. Derek a annulé sa commande de meubles, a perdu la compte des déménageurs, a payé des frais de restockage sur le canapé modulable sur mesure et a couvert 2 mois de stockage parce qu'il avait commandé plus que ce que sa chambre temporaire pouvait contenir. Il a emménagé dans un petit appartement avec un collègue de travail et a pris un travail le week-end pour gérer ses dépenses. Pour la première fois, Marianne ne pouvait pas le sauver en réorientant l'une de mes ressources. Plus important encore, il a cessé de défendre sa version des faits. Il a admis à tante Beverly que l'apport provenait de mon héritage. Qu'il était entré dans mon appartement avec une clé que je ne lui avais pas donnée et qu'il avait envoyé le faux accord au gérant de l'immeuble. Il a continué d'insister sur le fait qu'il croyait que le document représentait une ancienne entente. Mais les proches qui m'avaient traité d'égoïste ont commencé à lui retirer leur soutien. Quelques-uns se sont excusés. La plupart sont devenus silencieux. Marianne a subi la conséquence qu'elle craignait le plus. Elle a perdu le contrôle du récit familial. Les relevés de compte, les courriels, le document falsifié et les enregistrements de sécurité ne pouvaient pas être effacés par des larmes. Elle a remboursé le transfert de $9 000 avant la date limite de Naomi. Récupérer les $12 500 envoyés à l'entreprise de Derek a pris plus de temps.
Il a finalement signé un accord reconnaissant que l'argent provenait de mon héritage. Le dossier a étayé son affirmation selon laquelle Marianne avait organisé le transfert sans en expliquer la source. J'ai donc accepté un remboursement sur 12 mois. La responsabilité importait plus que de provoquer un autre effondrement financier. Naomi a également obtenu une confirmation écrite que ni Marianne ni Derek ne revendiquaient un intérêt passé, présent ou futur dans l'appartement vendu ou son produit. Ma mère n'a signé qu'après que son avocat lui a expliqué la faiblesse de sa position et le coût qu'un litige impliquant un document falsifié pourrait engendrer. Elliot et Rachel ont emménagé dans l'appartement après le Nouvel An. Ils ont gardé les étagères en chêne et ont transformé mon ancien atelier en un espace de travail d'architecture. Apprendre cela ne m'a pas fait aussi mal que je m'y attendais. Ils avaient acheté la maison honnêtement. Ils ont posé des questions, signé des documents, payé un prix juste et respecté la propriété. L'appartement ne m'avait pas trahi. J'avais simplement atteint la fin de ce qu'ils pouvaient m'apprendre. Avec une partie du produit de la vente. J'ai acheté un espace commercial plus petit dans une ancienne usine de reliure. Il avait des planchers renforcés, une lumière du nord, un service électrique amélioré et assez de place pour un stockage à humidité contrôlée. Je l'ai placé sous une société liée à mon entreprise de restauration. Mon appartement est resté séparé. Aucun parent n'a reçu de clé. Derek m'a contacté en février et m'a demandé de nous rencontrer dans un café, pas chez moi. Ce détail importait. Il s'est excusé d'avoir supposé que mon silence signifiait un accord. D'avoir envoyé le faux document, d'être entré sans permission et d'avoir impliqué la famille. Il a admis que le sauvetage constant lui avait appris à interpréter les inconvénients comme des mauvais traitements. Je pensais que tu avais plus que ce dont tu avais besoin, a-t-il dit. Je n'ai jamais demandé ce que ça t'avait coûté de le construire. J'en avais assez parce que j'avais planifié soigneusement, ai-je répondu. Ça ne rendait pas le reste à toi. Je comprends ça maintenant. Nous ne sommes pas devenus proches du jour au lendemain. La confiance ne revient pas parce que quelqu'un énonce enfin l'évidence. Nous avons établi une condition pour un contact continu. Aucun de nous ne transmettrait de pression, d'argent, d'excuses ou de messages de notre mère à l'autre. Marianne et moi sommes restées distantes. Elle a envoyé des fleurs d'anniversaire à mon ancienne adresse. Je ne lui ai pas donné la nouvelle. Plus tard, elle a écrit qu'elle voulait seulement que ses 2 enfants se sentent en sécurité. J'ai répondu, la sécurité créée en prenant les choix de quelqu'un d'autre. C'est du contrôle. J'espère qu'un jour tu comprendras la différence. Elle n'a jamais répondu. Certains proches m'ont dit de lui pardonner parce qu'elle était toujours ma mère. Je leur ai dit que le pardon et l'accès étaient des choses différentes. Je pouvais cesser de vivre dans la colère sans lui tendre une autre clé. Je pouvais comprendre que la peur la motivait sans prétendre que la peur excusait la fraude. Les gens entendent souvent cette histoire et se concentrent sur la vente. Ils demandent si changer les serrures aurait été moins cher ou si une conversation ferme aurait pu tout résoudre. Mais les limites ne se mesurent pas au confort qu'elles procurent aux personnes qui les ont franchies. Le soir de Thanksgiving, ma famille avait déjà décidé que ma maison, mon travail, mon héritage, mon emploi du temps et mon avenir étaient négociables tant qu'ils en discutaient sans moi. La vente ne leur a pas appris que j'étais en colère. Ils le savaient déjà. Elle leur a appris que mes décisions pouvaient devenir permanentes avant que leur pression ne réussisse. La leçon la plus profonde ne concernait pas la propriété. Elle concernait la propriété de soi. Quand les gens traitent à plusieurs reprises la gentillesse comme un contrat, le silence comme un consentement et le succès comme un inventaire partagé, la communication peut ne pas suffire. Parfois, la limite la plus claire est une action qu'ils ne peuvent pas réinterpréter. Ma mère a donné mon appartement à mon frère au dîner de Thanksgiving. J'ai souri parce que discuter les aurait avertis. J'ai aidé à faire la vaisselle parce que rester calme me donnait le temps de réfléchir. J'ai envoyé un pouce levé parce que je voulais voir jusqu'où ils iraient en croyant que j'allais céder. Puis je l'ai vendu. 49 appels manqués sont apparus sur mon téléphone. Je n'ai pas répondu parce que pour une fois, leur urgence n'était pas ma responsabilité.
Alors dites-moi honnêtement. Vendre l'appartement était-il une vengeance inutile ou était-ce la seule limite qu'ils ont finalement été forcés de respecter? Merci de faire partie de ce voyage fictif avec nous. Toutes les situations de l'histoire sont créées uniquement pour le divertissement, l'éducation et la réflexion. Nous espérons qu'elle vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre valide ce qui vous fait mal avant de commencer à guérir. Votre expérience est réelle. Vos sentiments comptent, et votre décision de vous protéger est suffisante.